Fabrice, tu peux prendre place et prendre ce micro, président de Go Réemploi, mais aussi, et vous le savez, designer pendant plus de 20 ans. Fabrice a passé au crible les atouts et parfois les faiblesses des emballages tout au long de leur chaîne de valeur et de leur cycle de vie. Fabrice est à l'origine du concept de juste emballage, une expertise qui a fait l'objet de nombreuses publications, on va y revenir, et qui a permis de déterminer les 5 tendances de l'emballage, les 5 tendances durables, au cœur de l'allée des tendances durables qui est à l'entrée du salon, une cinquantaine de nouveautés mises en avant. Fabrice, à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre. Hein, je t'ai réveillé très tôt ce matin. Bon, Fabrice travaille beaucoup à l'aube, au lever du soleil. Et donc Fabrice, Oui. Cette analyse des 5 tendances durables s'appuie sur ses expertises. Effectivement, depuis 2002 jusqu'au mois de mars de cette année, tous les mois, j'ai analysé des emballages sur un concept qui était que l'emballage il avait un cycle de vie. D'abord, c'était un outil de production, donc un cycle de vie dans les usines, la logistique, un cycle de vie dans les magasins, dans sa distribution, un cycle de vie chez le consommateur et un cycle de vie, on va dire, à la poubelle, pour faire simple. Et donc, depuis pendant plus de 22 ans, j'ai écrit ça sur des emballages et j'ai sélectionné des emballages dans le monde entier. On ne m'en a jamais envoyé. J'ai acheté les emballages, donc j'avais les produits, une indépendance de parole, donc je disais ce que je voulais. J'ai reçu qu'une fois une lettre d'insulte. En 22 ans, donc ça va. Mais pas du tout par rapport à ce que j'écrivais, parce qu'en fait, j'ai trouvé en Allemagne un produit qui n'était pas lancé en France et qu'ils allaient lancer, et j'ai grillé la priorité à la personne qui le lançait. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on est en Europe, libre circulation des marchandises. En fait, tout ça, ça vous permet d'avoir un certain nombre de convictions et de conclusions sur l'emballage. Quand je disais l'emballage, c'est son cycle de vie, c'est-à-dire la production, c'était pour illustrer ce que je venais de dire. Là, on voit bien qu'il a une vie mouvementée, chaotique. Et ce qui m'a permis de créer cette roue de l'emballage, qui est l'outil qui me sert à faire de l'éco-conception. Là, vous avez une quarantaine, un peu plus de 40 fonctionnalités de l'emballage dans ses cycles de vie. Vous voyez que ça commence à l'extraction, l'origine du matériau, la fabrication de l'emballage, la logistique, etc. Et tout ça, vous retournez jusqu'à la gestion de fin de vie. Et en fait, c'est la boucle de vie de l'emballage. Par rapport à cette boucle de vie et ces analyses, j'ai pu détecter un certain nombre de tendances. Alors, vous allez voir qu'elles sont arrivées au fil du temps, mais qu'elles ne se sont jamais éteintes. C'est-à-dire qu'elles se sont rajoutées sur les emballages et elles existent, ces tendances. Vous les voyez d'ailleurs essentiellement à partir, on va dire, de la vente ou un petit peu de la production. Pourquoi? Parce que tout ce qui est avant, c'est les exigences essentielles de l'emballage. Et je rappelle les exigences essentielles de l'emballage. La première, c'est de conserver et de préserver ce qu'il contient. C'est une exigence essentielle. Donc, à la limite, exigence essentielle égale minimum syndical. On ne va pas s'envoyer des fleurs parce que notre emballage protège ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quand même le strict minimum. Vous avez une deuxième exigence essentielle, c'est informer le consommateur. Et l'information, ce n'est pas la communication. C'est l'information, liste d'ingrédients, précautions d'usage, etc. L'information et l'information légale. Vous avez une autre exigence essentielle, c'est assurer les phases logistiques. Les produits ne se déplacent pas avec leurs petites ailes, ça serait génial, non, ils doivent monter sur des palettes, etc., et dans des camions. Et c'est des exigences essentielles, c'est pour ça qu'on retrouve
très peu de ces tendances dans la partie industrielle et logistique, puisque ça existe et c'est complètement le minimum de l'emballage. Après, vous allez avoir toutes ces tendances et je vais vous les passer au fur et à mesure. Alors, les premières tendances, c'est l'attractivité et la praticité. Je dirais, depuis les 30 Glorieuses, c'est ce qu'on a demandé à l'emballage. C'est l'emballage, c'est une arme de séduction massive. C'est-à-dire comment l'emballage va parler, va attirer l'œil du consommateur, etc. Donc, c'est l'attractivité. Alors, vous voyez, 2003, déjà, on faisait le summum de l'attractivité, c'est l'habit de l'emballage. Hein, et vous voyez, Ariel, les séries limitées, c'était le summum jusqu'aux années 2000, où on avait énormément de séries limitées. Mais l'attractivité, elle a plusieurs formes. Ça peut être l'attractivité du produit lui-même, quand le produit est joli. La transparence, on parlait de transparence. Pourquoi aller remettre une photo quand on peut le montrer que finalement il est bien? C'est de l'attractivité. C'est aussi ça peut être aussi de l'information, donc aller jusqu'à mettre plus presque d'emballage pour diffuser l'information. Et puis bon, de l'esthétique, quand on n'a pas la photo et qu'on ne peut pas montrer, effectivement, quand on a écrasé, qu'on a fait de la compote, c'est difficile de montrer la poire ou la pomme, donc là, la montrer. Et puis, dès les années, je dirais, 90, on a aussi changé. Vous savez, on parlait au départ d'unité de vente consommateur. Donc l'unité de vente consommateur, et dès les années 90, j'ai parlé d'unité de consommation. L'emballage est devenu un outil de consommation. Alors, je ne parle pas que des emballages à usage unique et je ne parle pas uniquement des doses. Je parle de aider à l'aide à finalement ouvrir, et qui était la principale préoccupation, ouvrir, doser, mais aussi pouvoir manger à l'intérieur de l'emballage, ou que l'emballage soit l'outil de préparation. Vous avez par exemple un moule, voilà. Et ça, c'est arrivé vraiment dès les années 90, où l'emballage est devenu un outil de préparation et de consommation. Donc ça reste, ces tendances restent. Bon, on les voit effectivement apparaître. Pierre, tu peux les... Non. Pierre n'a pas de... Oui. Non. Bon, alors Pierre n'a pas de micro, donc je vais... Oui, l'allée des tendances durables. Donc, vous voyez effectivement cette tendance, et on voit d'ailleurs, on a pris celles qui sont dans les tendances durables, mais on a bien sûr le décor, l'esthétique, on a aussi le toucher, le côté soft touch, le toucher de l'emballage. C'est vraiment... Il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier, que je disais toujours à tous mes clients quand j'avais une agence, c'est que 100% des emballages sont pris en main. Par contre, 100% des emballages qui sont pris en main finissent pas toujours dans le caddie. Et pour qu'ils soient dans le caddie, faut qu'il y ait aussi un contact tactile. Hein. L'être humain, c'est un visuel et un tactile. On ne t'entend pas, c'est pas grave. Et puis... Durable, Massili Conservor, c'était effectivement le coffret métallique personnalisé en petite série, des quantités de 50 exemplaires. Velfort Group, eh bien, c'est ce que disait Fabrice, soft au toucher avec cette solution Green Touch avec une matière biosourcée obtenue à partir de résidus de bois. Et puis la troisième solution, M-Sur, Rekip Hit, barquette et opercule 100% monomatériaux PET avec une technologie de refermeture avancée. Voilà pour la première tendance. L'ouverture et facile est la première préoccupation du consommateur, mais sur le portionnable, la refermeture est aussi une préoccupation. Un emballage est quelque chose qui se ferme entre deux usages. Deuxième tendance, Fabrice. Deuxième tendance, le recyclé, le recyclable, le recyclé. Alors là aussi, c'est pas nouveau. Vous voyez, 2004, ma première une analyse, c'était quoi? C'est de faire, pour être bien recyclable, c'est d'être monomatériaux, c'est de ne pas avoir d'intrus. Donc on voit déjà en 2004 apparaître
un distributeur sans le petit truc en métal ou en plastique, une boîte pour pouvoir diffuser les produits. Chose intéressante aussi, la poche Jolpan. Donc, vous voyez, vous mettez de la peinture dans du métal. Le métal est recyclable, ou dans du plastique. Et quand vous mettez ça, vous souillez, ça part dans un autre flux. La poche permettait de laisser le bac métallique dans le flux des OM et de pouvoir le recycler. Alors, le fameux geste, là, je ne sais pas, pour ceux qui étaient nés au 20e siècle, pardon. Vous savez, Evian avait expliqué qu'il fallait écraser les bouteilles dans le sens de la longueur, c'était le REC. Grosse erreur, quand on écrasait les bouteilles dans le sens de la longueur, on ne pouvait pas les recycler parce qu'on n'arrivait pas à enlever les étiquettes. Donc, le côté écrasement, le côté de twistable de Bonaqua permettait d'enlever l'étiquette et rappeler que pour recycler, il faut capter. Encore en 2021, finalement, on enlève le plastique. On se dit pourquoi il y avait du plastique, parce qu'on pouvait le faire avec du papier finalement et d'avoir un emballage 100% papier pour des Kleenex, mais il aura fallu attendre 2021. Pourquoi on va faire du recyclable? Parce qu'on fait du recyclé. Et il y a des obligations. Alors, ce que je rappelle souvent, c'est que ce n'est plus une option. Autant c'était une option il y a quelques années d'être recyclable. En 2030, il n'y aura plus d'emballage non recyclable et avec des obligations de recycler. Donc regardez, 2013, déjà on parlait des plastiques marins avec l'intégration de plastique marin dans le recyclage dans la cosmétique, dans le PET. Aller même jusqu'à faire une brosse à dents à partir de plastique recyclé, des emballages plus l'emballage recyclé. Et dernièrement, Nivea, dans mes dernières analyses de 2024, Nivea qui sort sa fameuse boîte qui avait plus de 80 ans, avec 80% de recycler. Alors, on peut se dire, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Parce que c'est un énorme challenge économique. Il y a des matériaux. De le faire, ils ont été obligés de refaire quasiment leur ligne de production pour intégrer le recyclé. Alors, le lien avec l'allée des tendances durables, Fabrice, les trois solutions mises en lumière, le seau pelable chez Fidèle Fillot, un seau plastique PP adapté aux produits visqueux avec un film à l'intérieur retirable qui permet une réutilisation rapide et sûre du seau. Reborn plastique, eh bien là c'est un ensemble de packs PE avec poignée intégrée et puis un cabas chez un dispensac monochrome recyclable fabriqué à partir de fibres recyclé. Fabrice, on nous presse un petit peu, le temps est compté, il nous reste encore 3 tendances. Ah oui, mais c'est pas moi qui étais en retard. Et oui, et derrière toi depuis 20 minutes. Pardon? C'est pas moi qui étais en retard. Oui, mais il faut qu'on accélère un petit peu quand même. Vite. Autre tendance, la réutilisation et le réemploi. Bien sûr, la réutilisation, c'est pas la même chose que le réemploi. La réutilisation, déjà depuis 2003, je parle de 2005 de réutilisation, c'est de reprendre, l'emballage pour lui donner une autre vie, le réutiliser. La réutilisation, c'est fait par le consommateur et le réemploi qui est arrivé avec les doses et les recharges, et pour arriver jusqu'à ma dernière analyse en 2025, qui sont les emballages Aircœur, qui, vous savez, me tiennent à cœur. Et donc, le réemploi qui a une grande place sur le salon, on le retrouve sur le village du réemploi, mais aussi dans l'allée des tendances durables avec Gilac, une boîte ronde réutilisable en PE HD avec, et c'est important de penser aux étiquettes, Grand Ouest étiquettes, des étiquettes lavables micro perforées compatibles effectivement avec la chaîne logistique de réemploi. Et puis, effectivement, des emballages Aircœur, Fabrice. Oui, les emballages Aircœur qui seront étiquetés avec des étiquettes lavables, faute de quoi ils auront beau être Aircœur, ils ne seront pas réemployables parce qu'il faut tout enlever et il faut que ces emballages, une fois nettoyés, aient les mêmes propriétés que du neuf. Autre tendance, il y a du noir, c'est bizarre. Vous les verrez sur les dessins. Donc c'est l'anti-gaspillage. Et là aussi pareil, depuis 2004, je présente l'emballage comme un outil
anti-gaspillage. On parle souvent du gaspillage de l'emballage, c'est la faute de l'emballage. Or, le vrai gaspillage, c'est ce qu'il y a dans les emballages. Parce que l'impact environnemental de ce qu'il y a dans les emballages est bien plus élevé que l'emballage lui-même. Donc des produits, alors souvent, c'est dommage qu'on ne voit pas les photos, mais souvent dans ces tendances, un petit peu trop d'emballage par rapport peut-être au service qu'il rend. Et la restitution, n'oublions pas que dans certains types de produits, l'emballage est le consommateur du produit, puisqu'il peut rester jusqu'à 20, 15, 5% de produits à l'intérieur de l'emballage. Donc, c'est fait un gaspillage alimentaire ou un gaspillage de produits qui est énorme. Et là, on a beaucoup de solutions simples. D'ailleurs, de faire un petit entonnoir comme Versnet en 2006, je ne sais pas si vous avez, pour remplir le liquide de refroidissement ou de lave-glace dans une voiture, il faut savoir bien viser avec un petit entonnoir que l'étiquette se transforme en entonnoir, ça fonctionne bien. Là aussi, on a de l'anti-gaspillage. D'ailleurs, on remet... oui, effectivement, Fidèle Philo avec le flacon conique Sempak analysé précédemment. ECI Concept, un film en polypropylène transparent pour emballage souple avec différentes propriétés barrières et qui intègre 70% de matériaux recyclés et à partir d'huile de cuisson post-consommation. Airprint, c'est un système de repiquage qui permet effectivement, dès lors qu'on a une bobine de film obsolète, de ne pas la jeter, de la réimprimer. Il y a effectivement le gaspillage de l'emballage aussi, qui est de moins gaspiller de l'emballage et de pouvoir l'utiliser jusqu'à la dernière production, vu tous les changements législatifs et promotionnels qu'on peut avoir. Et vous voyez que ces tendances s'additionnent les unes les autres. La tendance, la dernière dont je voulais parler, c'était la réduction. Donc réduction qui était une obligation depuis 1994 avec la directive 94 CE européenne. Mais bon, vous voyez, 2007, la réduction avec une bouteille d'eau de 33 centilitres de 3 grammes. La réduction plastique qui s'est fait très très tôt aux États-Unis pour remplacer les films de fardelage avec uniquement une poignée. Donc c'est pas d'aujourd'hui, je vous montre, ça fait longtemps que ça passe, ou la réduction du nombre de pièces, c'est-à-dire faire un étui où l'étui, la notice est tout en un, ou la réduction plastique, l'allègement plastique d'une capsule. On va retrouver de la réduction tout le temps, on retrouve aussi de la réduction dans le réemploi. Encore une fois, je dis que ces tendances s'additionnent les unes les autres, et la substitution, donc je dis souvent la substitution, ce n'est pas que de la substitution plastique. Vous pouvez avoir de la substitution effectivement avec l'arrivée, j'ai vu que la cellulose moulée, mais dès 2010, on avait déjà de la cellulose moulée pour, donc là il n'y a pas besoin d'étanchéité, mais pour mettre des lampes qui n'existent plus. D'ailleurs maintenant on n'a plus droit à ce type de lampe. Mais de passer dans la réduction, c'est-à-dire que tout l'allègement qu'il y a eu avec le souple par rapport à du verre ou du plastique, on est dans de la réduction de poids. Et puis de la substitution, qui a été très très forte ces dernières années, de passer au papier des fois avec de l'induction, comme vous avez vu tout à l'heure, ou pas. Et là, pareil, on retrouve de la substitution dans l'allée des tendances durables. Oui, exactement, avec Raja, un papier bulle prédécoupé en boîte distributrice. Donc, on le voit, alternative au plastique, substitution du plastique. LGR Packaging, c'est un blister 100% carton. Et puis, la société avec, c'était la première séquence en ouverture après Vincent Collard de cette matinée. Alors voilà, vous retrouvez toutes ces analyses, vous les retrouvez sur mon site internet et vous pouvez les télécharger gratuitement. Et puis vous pouvez aussi trouver les bouquins qui montrent beaucoup plus de tendances au hall 6 qui est juste derrière, là-bas, juste à l'entrée, où on va, comme c'est le dernier jour, on va solder pour
trois bouquins, vous en aurez 4. Eh ben, quelle vous offre dire mieux. incroyable. Hein, Merci Fabrice, on peut l'applaudir pour cette intervention. L'idée, c'était de vous montrer que les tendances s'inscrivent dans la durée, s'inscrivent dans le temps, des tendances durables, mais que c'est ce qui nourrit l'innovation d'aujourd'hui. On est pris par le temps, désolé. Alors simplement, le mot de la fin pour Fabrice, pour nous donner de la perspective sur ces tendances et l'innovation du moment. Ce que je vois et ce que je constate depuis, mais même avant, hein, vous avez 22 ans et hélas, ça fait 40 ans que je suis là-dedans. Donc ce que je constate, si vous voulez, c'est que ces tendances restent. En fait, j'ai appelé ça les tendances durables pour faire un jeu par rapport au développement durable, mais c'est des tendances qui restent, que ça soit que l'emballage soit recyclable ou réemployable, il devra être attractif, il devra être pratique. Il devra être d'ailleurs réemployable, recyclable en fin de vie. Il devrait être allégé. Mes standards sont allégés. Donc, ne pensons pas qu'une tendance en chasse une autre. La tendance, ce n'est pas la mode. Ce sont des tendances durables. Et petit à petit, d'ailleurs, par exemple, le recyclé, recyclable, qui pouvait être perçu comme une tendance il y a encore 10 ans parce que c'était bien, c'était plus écologique, n'est même plus une tendance, ça va devenir une exigence, c'est un passage obligé. Donc petit à petit, gardez en tête toutes ces tendances et il faut les additionner, les mettre l'une sur l'autre pour faire ce que j'appelle un juste emballage. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à vous, merci de votre attention. Profitez de la présence de Fabrice pour l'interroger. Et puis, rendez-vous pour les livres. Voilà, on se retrouve. Entendu, merci à vous.